Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore et toujours au chapitre sur l'art, le travail et la technique. Alors dans le mail que je vous ai envoyé, eh bien il y a le lien vers la vidéo YouTube que je vous recommande fortement, vidéo qui reprend une émission de radio de France Culture consacrée à Marx et à la lutte des classes. Donc n'hésitez pas, comme je vous le dis dans mon mail, à aller regarder, ou plutôt écouter cette vidéo, hein, puisque c'est une émission de radio, et puis à prendre des notes éventuellement, et puis pourquoi pas, s'il y a des choses que vous avez un peu de mal à comprendre, me poser des questions à propos du contenu et à propos de ce que racontent les différents invités de cette émission de radio. Alors on reprend la lecture de notre chapitre sur l'art, le travail et la technique, on termine la partie 2 de ce chapitre, et puis on va entamer la partie 3. Alors on y va, j'ouvre le document, toc, c'est parti. On était rendu au petit b de la partie 2 en parlant du travail comme d'une soumission. Je vous rappelle, et on l'avait dit dans l'introduction, que effectivement le travail est souvent considéré comme une malédiction divine. Le travail, le mot en lui-même vient du latin tripalium, qui renvoyait à un instrument de torture. Donc c'est dire à quel point effectivement le travail a souvent une image un petit peu galvaudée. Nietzsche, pour sa part, a une opinion ou plutôt un point de vue sur le travail qui va rejoindre ça, mais par un biais un petit peu détourné. On va le voir. Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, le travail était considéré comme une activité indigne des êtres supérieurs. On le sait, notamment sous l'Ancien Régime, l'aristocratie ne travaillait pas, puisque le travail était réservé aux basses classes de la société. C'était eux qui travaillaient pour faire avancer la société. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont totalement basculé, et c'est intéressant à observer, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la bourgeoisie, les gens les plus élevés dans l'échelle de la société se sont souvent considérés comme les gens qui travaillent beaucoup. On parle notamment beaucoup de la valeur travail. Souvenez-vous, quand Sarkozy était au pouvoir, un de ses mots d'ordre, c'était travailler plus pour gagner plus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de glorification du sens du travail et que finalement, on a totalement quitté ces schémas qui étaété ceux de l'Ancien Régime et qui disaient que le travail, effectivement, était indigne d'un être humain bien né. Aujourd'hui, effectivement, plus on travaille, plus on est reconnu socialement. J'en ai moi-même fait l'épreuve il y a quelques années, c'est quelque chose que je raconte souvent aux élèves, mais c'est vrai que quand on est soumis au chômage, et ça a été mon cas avant d'être prof, hein, j'ai passé un peu plus d'un an au chômage, je travaillais avant dans une entreprise qui faisait de la communication en entreprise. Quand je me suis retrouvé au chômage, ça a été extrêmement dur pour moi. Pourquoi ? À cause du regard de la société. Et pour vous dire, et j'en avais discuté avec des gens qui m'ont dit que c'était à peu près la même chose pour eux. Au bout d'un certain moment, au bout de plusieurs mois de chômage, j'en étais venu, et vraiment le cas n'est pas rare, c'est pour ça que je l'évoque, hein, c'est pas un cas particulier pour moi. J'en venais à sortir de chez moi seulement à certaines heures, pour pas que les voisins ou que les gens autour de chez moi se disent « Ah, celui-là, il est au chômage, c'est un parasite de la société ». Et souvent, je sortais avec un cartable vide, mais un cartable quand même, et quand j'allais à des rendez-vous pour trouver du boulot, ou pour aller à Pôle emploi, ou à l'époque c'était la NPE, eh bien, j'évitais aussi d'aller faire mes courses à certaines heures, parce qu'aller faire ses courses à 10 heures du matin, c'est un aveu de chômage ou de choses comme ça. Et donc, on finit par être gagné par une espèce de psychose, c'est-à-dire qu'on finit par être englobé par ce regard de la société qui dit celui qui travaille vaut quelque chose, celui qui ne travaille pas ne vaut rien. C'est ce qu'on appelle la valeur travail. Produire, avoir un travail, c'est être dans le processus actif de la société, et comme on dit, tout salaire, toute peine mérite salaire, no pain, no gain. C'est complètement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on magnifie, on glorifie le travail. Et voilà ce qu'en dit Nietzsche, justement, puisque Nietzsche a aussi un point de vue assez frondeur là-dessus, dans l'Antiquité. Alors, je l'ai déjà dit, Nietzsche, quant à lui, considère que le travail est la meilleure des polices. En effet, pour Nietzsche, alors la grosse faute, il n'y a pas de E à la fin de mon Nietzsche, je suis désolé, corrigé, pour Nietzsche, faire du travail la valeur morale suprême, c'est donner à un moyen l'apparence d'une fin. Vous vous souvenez de la différence entre moyen et fin? Un moyen, c'est un outil, c'est un levier qu'on va utiliser pour faire quelque chose. En l'occurrence, le travail, c'est ça. Le travail en lui-même, c'est pas une valeur en soi. Ce qui a de la valeur, c'est ce que vous obtenez. Moi, par exemple, le travail que je suis en train de faire là aujourd'hui en faisant cours, c'est pas tellement la valeur de ce que je suis en train de faire qui va compter, c'est le fait que vous ayez une bonne note au bac et que vous ayez votre bac. C'est ça qui va faire la valeur de mon travail. Et Nietzsche dit, on a plutôt tendance, effectivement, dans nos mentalités occidentales, contemporaines, à mélanger un petit peu les choses et à faire du travail lui-même, du moment du travail, en quelque sorte, de la teneur du travail, une valeur en soi.
Or, dit Nietzsche, c'est aussi une inversion des valeurs qui n'est pas forcément plaisante. Alors si on se réfère un petit peu à la biographie de Nietzsche, et je pourrais vous envoyer là aussi des liens sur des émissions sur Nietzsche, parce que c'est super intéressant, Nietzsche, c'est quelqu'un qui avait décidé, envers et contre tous, enfin il avait décidé, oui et non, c'est-à-dire que il était prof, Nietzsche, à l'université de Bâle, prof de philosophie et de philologie, c'est l'étude des textes anciens, et puis il a décidé, à un certain âge, d'arrêter de travailler, à peu près 15 ans avant son accident fatal et de sombrer dans la folie, Nietzsche a décidé d'arrêter de donner des cours et de vivre une vie errante à travers l'Europe. Il va beaucoup se promener en Italie, en Autriche, en Suisse, notamment dans le village de Sils Maria, qui va être un lieu d'inspiration pour lui, et Nietzsche va totalement quitter le processus actif de la société. Il va devenir très solitaire en ça, c'est-à-dire que la vie de Nietzsche, les 15 dernières années ou les 10 dernières années de sa vie consciente, puisque Nietzsche a fait un AVC en pleine rue à Turin et a passé les 10 dernières années de sa vie, malheureusement, en étant tétraplégique et relativement inconscient, eh bien Nietzsche va avoir une vie d'errance où il va écrire, il va surtout méditer, réfléchir, se promener dans les montagnes, et déjà à son époque, il était considéré comme quelqu'un de bizarre, et personne n'avait tellement envie de lui parler. Le pauvre Nietzsche a été extrêmement seul. Il a été perclus de solitude, enfoncé dans une espèce effectivement de méditation, mais une méditation très solitaire, et totalement exclu des processus actifs de la société. Vous faites quoi dans la vie, mon cher Nietzsche? Je suis professeur de philosophie à l'université de Bâle. Alors ça c'est bien. Vous faites quoi dans la vie, mon cher Nietzsche? Je me balade dans les montagnes et j'écris des bouquins et des pensées. Ouais, d'accord. Évidemment, il n'avait pas beaucoup d'argent, hein. Il gagnait très mal sa vie puisqu'il gagnait de maigres droits d'auteur, et puis il avait une rente parce qu'il avait des problèmes... Il était un peu handicapé à cause de ces problèmes d'anévrisme. En tout cas, voilà, Nietzsche est le parfait exemple de l'individu qui a essayé de fuir justement cette police du travail. Le fait qu'on dise, Nietzsche, vous allez avoir de l'argent et vous allez avoir une reconnaissance sociale, mais vous avez fait quoi? J'ai fait aujourd'hui 6 heures de cours. Ah, c'est bien, alors vous avez un bon point, vous êtes un bon élève. Vous avez fait quoi aujourd'hui, Nietzsche? Je me suis baladé dans les montagnes et j'ai écrit un petit peu de Ainsi parlait Zarathustra ou du Gai Savoir. Oh, oui, non, c'est pas bon, c'est pas du travail. Or, aujourd'hui, c'est plutôt l'histoire qui donne raison à Nietzsche, puisque, effectivement, ses méditations, ses balades dans les montagnes ont engendré une des œuvres philosophiques et une des réflexions les plus majeures, finalement, de notre époque. Donc voilà pourquoi Nietzsche essaye de se rebeller contre cette fameuse valeur travail, plus de 100 ans avant Nicolas Sarkozy. En effet, donc pour Nietzsche, faire du travail la valeur morale, c'est donner à un moyen l'apparence d'une fin. L'excellence, le bonheur, comme chez Aristote par exemple. Vous vous souvenez qu'un moyen, donc c'est un outil pour parvenir à quelque chose, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et une fin, eh bien, c'est ce vers quoi on tend, c'est un objectif. Or, dit Nietzsche, effectivement, le travail mélange un peu tout. Ce n'est plus la fin qui est glorifiée, c'est plutôt le moyen. Ainsi, les hommes se battront pour le travail, et non pour la morale. Ils se soumettront aux ordres des dominants, sans chercher à inventer les valeurs de demain par eux-mêmes, puisque le travail est un pouvoir pyramidal. En faisant la valeur suprême, le travail, comme il le dit lui-même, c'est de Nietzsche qui est entre guillemets, le travail tient en bride et s'entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Nietzsche va même plus loin dans un de ses autres textes, il défend par exemple le fait de flâner. Nietzsche dit c'est très mal vu par la société, le fait de flâner, de se promener, de regarder les nuages, de chercher des formes dans les nuages, des choses comme ça. Or, dit Nietzsche, c'est sans doute par cette imagination qu'on développe le plus grand taux de créativité, qu'on développe le plus grand taux du fait de s'inventer soi-même et d'essayer d'inventer les valeurs de la société de demain. Mais tout ça, c'est réduit à néant par un regard de la société qui dit non, moi ce que je veux savoir c'est combien de temps tu as bossé aujourd'hui. Et on se sent toujours obligé de se justifier sur le travail. On se sent toujours obligé d'avoir des comptes à rendre envers la société, et ces comptes à rendre là se comptent en heures de travail. Combien coûte une heure de travail quand vous êtes employé chez McDo, ou quand vous êtes prof, ou quand vous bossez dans une usine, ou quand vous êtes infirmière, etc. Tout ça est comptabilisé, tout ça est monétisé par la société, et à travers ça, effectivement, on voit votre valeur humaine. Ça voudrait dire, par exemple, si je reprends cet exemple-là, que moi, Brozek, en tant que prof, je vaux mieux qu'un mec qui bosse chez McDo. Puisque moi, mon heure est payée beaucoup plus en tant que prof que quelqu'un qui va bosser chez McDo. Mais en quoi suis-je un homme meilleur qu'un employé de chez McDo, qu'un équipier de chez McDo? J'aimerais bien le savoir. Est-ce que je suis plus moral que cette personne-là? Est-ce que je suis plus intelligent? Est-ce que je suis plus fin, plus perspicace?
Non, c'est pas comme ça qu'on calcule la valeur de quelqu'un. Or, ces calculs-là, ce sont les calculs qui nous ont été imposés par la société et que, de toute façon, un prof sera toujours mieux vu que une autre personne. Mais c'est pareil sur les profs, hein, par exemple. Je pense que moi-même, avant d'être prof, j'avais ce jugement-là. Ouais, les profs, ils foutent pas grand-chose de leur journée, hein, faut pas exagérer. Un prof, c'est quoi? C'est au lieu d'avoir 35 heures, c'est 18 heures d'enseignement par semaine. Donc, quelqu'un qui ne donne pas beaucoup d'heures de cours, qui n'a que 18 heures de cours travaillés par semaine, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne travaille que 18 heures par semaine, et donc quelqu'un qui est moins bon, moins moral, moins productif que une autre personne qui va faire plus d'heures par semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre valeur humaine se compte au nombre d'heures que vous allez faire par semaine, et au nombre d'heures qui sont comptabilisées. C'est-à-dire qu'un prof, évidemment, il bosse pas que 18 heures par semaine, ce serait génial, hein. Un prof bosse beaucoup plus. Travaille à côté, j'ai même envie de dire, en tant que prof, moi je bosse 24 heures sur 24, hein. Le soir, avant de dormir, je lis mes bouquins de philo, le matin, je me réveille, ma copine en a marre même. En fait, voilà, c'est ça. C'est que une activité qui est prenante doit absolument être indexée sur des heures de travail. Et c'est ça que Nietzsche va énormément critiquer. Donc, sous un système pyramidal, on est sur une valeur travail qui va remplacer la valeur morale, la valeur humaine de quelqu'un, etc. Voilà pourquoi on s'entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Donc l'homme se retrouve écrasé par le système. Mais encore une fois, c'est une police qui est très discrète, le travail. C'est une police qui est très discrète parce qu'on ne la voit pas. Parce que c'est normal de travailler. Et moi je suis le premier à le dire. Et j'en ai fait l'expérience. Quand je bossais pas, quand j'étais au chômage, je me sentais mal. Parce que je n'étais pas quelqu'un de normal, je travaillais pas. Mais qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas? En quoi se définit la valeur d'une personne? Eh bien voilà, c'est contre tout ce système pyramidal qui a fait du travail le centre même de la vie morale contemporaine que Nietzsche essaye de se battre et qu'il essaye effectivement de renverser avec ses propres moyens, qui sont des moyens idéologiques et philosophiques. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser cette question-là. C'est la même chose quand on parle des politiques, par exemple. On dit, ah bah ouais, mais les sénateurs, ils foutent pas grand-chose. Effectivement, moi j'étais allé au Sénat, ce sont des gens qui sont extrêmement privilégiés. Le midi, c'est pas une cantoche hein, qu'ils ont, c'est un restaurant avec des serveurs en gants blancs qui leur servent des trucs absolument incroyables. Mais je me dis finalement, ouais, mais moi j'ai jamais été sénateur, je sais pas ce que c'est. Ils ont une réputation, effectivement, d'être des petits vieux qui font des lois, qui fabriquent des lois, qui vont bosser bien gentiment 1 heure, 2 heures par semaine et qui sont payés royalement, mais qu'est-ce que j'en sais finalement? Et quelle est la valeur de ces gens-là? Est-ce qu'ils valent mieux, moins que moi? Je serais bien incapable de le dire. Mais la société a décrété que voilà, ce qui est regardé, ce qui est scruté, c'est ton nombre d'heures. Et là où tu te situes, parce que Nietzsche dit ça aussi, c'est aussi une police pour ça, le travail, c'est que quand tu bosses, au moins on sait où tu es. Et donc, tu n'es pas à traîner dans la rue, à faire du tuning sur ta voiture ou je sais pas quoi. En tout cas, voilà, le travail est devenu tellement invasif dans notre société, tellement présent, qu'il en devient une valeur en soi. La fameuse valeur travail qu'on met en exergue aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi, par exemple, que perdre son travail est devenu quelque chose d'horrible. Vous voyez, par exemple, pour moi, c'est très symbolique de notre époque. Vous savez, quand une usine est, comme on dit, une usine part dans un pays étranger, ça, par exemple, une filature de coton dans le nord de la France, on décide de l'exporter à l'étranger, de façon à avoir des travailleurs polonais, par exemple, qui vont coûter beaucoup moins cher. Que font les ouvriers pour protester contre le fait qu'ils perdent leur travail et qu'ils perdent leur usine? Ils vont s'enchaîner. Souvent, on voit ça hein, aux actualités. Ils s'attachent, ils s'enchaînent à leur machine comme ça pour pas qu'on emmène leur machine. Cette façon de faire corps avec sa propre machine, ça dénote bien cette angoisse profonde qu'on a. Alors qu'au fond, finalement, comme disait Marx, c'est pas agréable. C'est jamais très agréable de travailler, mais c'est encore plus désagréable, encore plus angoissant de perdre son travail. Et ça joue effectivement avec le regard de la société. La société ne supporte pas que vous soyez, comme on dit, inactif. Mais qui est actif et qui ne l'est pas? Voilà, la question reste posée par essence. Donc voilà le point de vue de Nietzsche sur le travail. Je trouve que c'est une réflexion très intéressante et surtout très actuelle. Nietzsche avait appelé un de ses livres Considérations inactuelles, et pourtant il n'y a pas plus d'actualité que la philosophie de Nietzsche, surtout en ce moment. Voilà, on est quasiment à 15 minutes de vidéo, je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là, et puis on se retrouve très prochainement pour la partie 3 de ce chapitre sur l'art, le travail et la technique. Grand 3, l'art et le travail.
lunettes, l'art et le travail technique comme création. Excusez-moi. À bientôt.